Et tu peux retrouver RPG Storymaker, RPG Battlemaker ou encore mon livre sur ma boutique en ligne, le lien dans la description. Bonne vidéo à toi. Eh bien, mais oui, nous revoici encore une fois pour une vidéo anecdote des familles. Ça fait un petit moment, un peu plus d'un mois, je crois, et bon, il est grand temps, comme ça, de venir regarder un petit peu vos petites anecdotes sur le Discord. Je vous remercie au passage parce que vous êtes de plus en plus nombreux à venir sur ce dernier, raconter vos anecdotes et participer aux discussions. Et c'est super important, du coup, et ultra intéressant parce que ça fait vivre la communauté et j'ai plaisir à regarder vos messages. Je les regarde pas tous parce que des fois vous êtes quand même vachement actifs et j'ai pas beaucoup de temps. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Un gros bisous au passage aux deux modérateurs Caracol et Guillaume Cotin pour gérer tout ça un petit peu à ma place. Ils le font super bien, respectez-les. Et puis, ça fait plaisir de voir que tout le monde, il y a une sorte d'effervescence, de grand respect, de positivité. Donc, merci à vous et n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour nous parler de vos petites anecdotes. C'est par là que ça se passe. Sans plus attendre donc, eh bien, c'est parti pour nos fameuses petites anecdotes saison 6, ou épisode 6 plutôt on devrait dire. Mais avant toute chose, générique. Alors on commence avec une première anecdote de Shangri qui nous dit « Un autre de mes joueurs, première partie dans un univers des années 90, donc pas de portable ou d'internet, il voulait jouer un tueur à gages insaisissable et froid comme la glace. Ok, pas de souci, le jeu pouvait se jouer du côté sombre, il fixe un rendez-vous discret dans un coffee house avec un client, histoire de changer les ruelles obscures et les conversations téléphoniques avec le brouilleur. Bah quoi, les tueurs à gages peuvent se détendre aussi? Non, mais c'est vrai, pensez aux tueurs à gages un petit peu, un métier bien difficile, ils ont besoin de se détendre, d'aller au spa des fois. Bon, il sort au coffee house et là, ceci arrive. Le MJ, tu arrives avec un peu d'avance et tu ne vois personne avec le signe de reconnaissance. Il y a une dizaine de personnes autour, c'est assez calme. Que fais-tu? Du coup, je m'assieds à une table et je demande un café. La serveuse t'apporte un café, il est plutôt beau. Mais l'heure tourne et quand ton café est terminé, tu ne vois toujours personne avec le signe de reconnaissance. Or, il est 15h02 désormais, le client est en retard. Que fais-tu donc? Bon, normalement, le client était en fait un poil en retard, mais je voulais tester les réflexes de survie de mon tueur de l'ombre et voilà qu'il me sort cette phrase magnifique. En attendant qu'il se pointe, je sors mon Magnum 44 et je le nettoie. Les clients, tu sais, qui, comme dans le même Uncanny, tu sais, qui sont tous comme ça, à le regarder sortir son Magnum. Après, ça peut être dans l'ambiance, tu sais, dans un quartier ultra mal famé et tout, tu vois, où c'est normal, monnaie courante, c'est tout le monde a un peu l'arme apparente et du coup, ça pose un peu l'ambiance. Alors, je ne sais pas ce que tu as fait parce que l'anecdote s'arrête là. En fait, il y a un truc qu'il faut comprendre, quand les joueurs ils font une petite dinguerie comme ça, il faut commencer à leur renvoyer des signaux qu'il y a une petite dinguerie qui est faite, tu vois. Faut pas de suite partir dans l'idée où les gens vont se lever, vont se paniquer ou autre et tout. Tu vas avoir des gens, peut-être, ils vont faire des regards un peu insistants. Tu mets l'emphase sur le fait que le serveur, tu vois, il vient lui porter sa bière, tu vois, ou son café, mais genre en tenant de loin l'assiette ou autre. Il y a peut-être des gens, ils vont commencer à partir un petit peu. Mais bon, c'est vrai qu'après, c'est la beauté du jeu de rôle, hein. Les joueurs peuvent faire des trucs comme ça qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Bon, même si là, quand même, ça va, c'est pas non plus ultra sortir du roleplay, tu vois. Ça peut peut-être être un mec qui est un peu genre comme Frank Castle, tu vois, le Punisher, qui est tellement, tu sais, il est sur une autre planète, tu vois. En fait, le truc, c'est lui, il est là, oui, c'est normal. C'est comme quand tu ferais un puzzle, lui, en fait, il nettoie son Magnum et du coup, ça lui sort de la tête et je comprends pas pourquoi les gens le regardent d'un air absolument horrifié. En tout cas, elle est pas mal cette histoire et j'espère que tu as très bien fait réagir les clients dans le bar qui devaient être médusés. Ça devait être pas mal. Bref, prochaine anecdote, Zébardi. Alors, une anecdote de Cherries. Je pense que parfois, il faut aussi raconter des choses positives que l'on partage joueur avec MJ. Dans une campagne de l'appel de Cthulhu, les Oripeaux du Roi, je crois qu'on est les Oripeaux du Roi, j'étais joueuse et nous étions dans une petite auberge, restaurant dans un village paumé d'Angleterre. Nous commandons à manger et nous faisons tous des tests d'observation. Ah, les fameuses tests d'observation-perception, je ferai une vidéo un jour pour en parler. Coup de chance, je fais un 1, la douce MJ me dit que cet homme, dont un 1 c'est un coup critique, je présume, la douce MJ me dit que cet homme qui nous sert a un accent pas du tout du coin. Les 3 autres joueurs font de simples échecs et le dernier, lui, fait un 99. Très bien, donc bel échec critique, je pense. C'est alors que la douce et tendre MJ lui dit que ce mec-là, il est ultra louche de fou. Malheureusement pour moi, même si finalement nous avions le même avis sur le personnage, les 3 autres ont décidé d'écouter seulement le joueur au 99 qui était en mode parano et non
mon perso qui avait une vraie info du coup. Il ne prenait pas l'info concernant le PNJ comme vrai et l'ont ignoré. Quand un échec critique contre Kems, une réussite critique, c'est un merveilleux moment et sachez que je l'entendais, le sourire dans la voix de la MJ fière d'elle. Vous aussi racontez depuis du positif, sinon on va croire qu'on n'y prend jamais de plaisir. Elle a tout à fait raison, Thierry. Voilà, raison. Alors ça, c'est vrai que c'est pas mal, du coup, je vois trop la scène. Et bonjour, ma petite Fräulein, je vais prendre vos délicieuses petites commandes. Ah oui, tout à fait. Alors c'est vrai que les jeux de perception, pour revenir un peu à ce que je disais pendant l'anecdote, c'est toujours un petit peu difficile à appréhender. Tu vois, c'est dans le cerveau des joueurs, et je dis pas ça de manière péjorative, hein, c'est juste que il y a vraiment deux modes, c'est-à-dire ou la plupart du temps, je pense, t'as le mode roleplay et t'as le mode lancer de dés, c'est-à-dire, et dans le mode roleplay, c'est-à-dire bon, c'est que du roleplay, le mec a un accent qui est pas du cru, RP parlant, ça va être une discussion, on va pouvoir enclencher. Dis donc, vous n'avez pas un accent du cru, voilà, et tac tac tac, et après c'est du roleplay. Mais de suite, quand tu demandes un jet de perception alors qu'il va y avoir la même interaction avec le PNJ, et ben de suite, c'est en mode, on passe en mode G2D, donc il y a des trucs d'opposition à faire, il y a quelque chose à remarquer, c'est important, parce que évidemment les GD impliquent l'enjeu, et ça c'est normal, hein, c'est comme ça qu'on résout les enjeux en jeu de rôle. Mais du coup, forcément, dès qu'il y a un GD, les joueurs ils passent de suite en mode enjeu et essaient de voir le mal partout, même s'il y a forcément rien de spécial. Et du coup, les jeux de perception, ça vient placer les joueurs en mode enjeu, ou des fois ça n'a pas forcément lieu d'être, ou il y a besoin d'être un petit peu plus calme, on va dire. Bref, voilà, après, ça va, c'est quand même très drôle, on va dire, mais je pense qu'on en parlera plus précisément dans une vidéo plus tard. Il faut vraiment que je travaille le sujet et aussi les manières alternatives un peu de faire, on va dire, des jets de perception. Ça viendra plus tard, voilà, sur une vidéo, mais c'est dans les bacs, ne vous en faites pas. Alors, j'aime bien. Très bonne anecdote. Merci, Cherise. Passons à Célèbre Gêne. Et une anecdote de Redo Fangu. Je crois dans un manga, tu sais, Redo Fangu. Pardon, là, c'est bon, là, oh. Me revoilà avec encore une anecdote assez drôle de ma dernière session avec mes joueurs. Afin de se rendre dans une ville pour trouver des armures, mon groupe traverse une forêt. Dans cette forêt, il y a un chemin dégagé que suivent mes joueurs. Très bien. Au bout d'un moment, ils aperçoivent une forme au milieu du chemin. Ils s'approchent et tombent sur un gobelin couvert de sang et de blessures. Le bras déboîté, ce genre de choses, bref, nanana. Ils crient de l'aide et des soins aux aventuriers qui acceptent. Et là, le druide, le barde, et le druide, le barde, et le druide et le barde, pardon, je vais y arriver, se précipitent, oh là là, je ne sais plus parler, afin de le soigner, mais c'est sans compter sur le barbare qui s'improvise médecin et dit qu'il faut couper le bras déboîté. Je précise que c'est son bras gauche. D'accord. Je lui demande de faire un jet de médecine et il me fait un échec critique et je lui dis donc qu'il ne s'en mêle les pinceaux et que son épée réussira tout de même à couper le bras du gobelin, mais c'était sans savoir qu'il lui avait également planté son épée dans le cœur et du blessé qui mourra instantanément. Non fier de lui, il décide de récupérer le bras du gobelin afin de s'en servir comme nourriture d'urgence s'il venait à manquer de vivre. D'accord, c'est une qualité géniale. Ils jettent le cadavre dans un buisson et ils repartent comme si de rien n'était. Pour réalité de l'histoire, en fait, ils ont juste looté, tu sais, comme dans Zelda, là. Vous avez looté un bras de gobelin. Formidable. D'accord, ok, oulala. C'est parti très vite en vrille. Mais moi, ce qui me fume quand même, c'est vraiment le truc de ça a pas marché, tant pis. Ils continuent comme ça leur route. C'est vraiment pas mal. Je sais pas quel jeu de rôle c'était, mais tu sais, ça sonne un peu jeu de rôle Nullbug, tu sais, un peu parodique avec des échecs critiques assez faciles. Vous savez, comme les systèmes que j'appelle volatiles ou volubiles, bref, j'ai plus vraiment le terme à proprement parler. Et vous voyez ce que je veux dire, le truc où on peut faire facilement des échecs critiques comme on peut faire facilement des réussites critiques. Du coup, ça donne des moments imprévus comme ça qui sont là pour le fun, on va dire, et c'est ce qui amène l'excitation de jeter des dés. On n'est pas sur de la simulation ou un truc comme ça, mais vous voyez, c'est l'idée. Alors moi, je faisais comme ça avant, je demandais des jets de médecine, mais j'ai arrêté de demander des jets de médecine hors moment critique, c'est-à-dire en combat. Pour moi, les jets, c'est fait pour être demandé en combat, en situation de stress, ou c'est-à-dire la personne comme ça, elle se presse et elle peut se louper dans le feu de l'action, tout simplement parce qu'elle peut être poussée, elle peut être embêtée, bousculée, il y a quelque chose qui peut la déranger pendant le moment où elle fait cette opération. Mais pour moi, en tant que MJ, je considère que tant que tu es pas en situation de stress, un expert, ça reste un expert, c'est-à-dire il prend son temps, il est là, il fait son truc. Il n'y a pas de raison, par exemple, qu'un chirurgien va te louper et va d'un coup te couper l'artère fémorale tout simplement parce qu'il cherche à recoudre un truc. On va dire, c'est pas forcément censé arriver, au même titre que là, tu vois par exemple un barbare, qui est censé normalement bien maîtriser son arme, il n'est pas censé louper normalement de couper un bras d'un gobelin qui bouge pas, il va pas lui planter dans le cœur, tu vois ce que je veux dire? Attention, hein, je te critique pas toi, Redo Fangu, mais c'est plus, tu vois ce que je veux dire, c'est les systèmes, on va dire, qui t'imposent, qui t'amènent tout le temps des règles, qui t'injectent des règles, mais bon, dans cette idée
dans l'aspect rigolo, oui, autant faire des jets comme ça et du coup pour avoir des situations rocambolesques. Mais dans un jeu de rôle, on va dire un petit peu plus classique, où on cherche à avoir un peu plus de roleplay ou autre, sans forcément basculer dans le côté fun, on va dire, apporté par les dés. Bah du coup, les jets de médecine comme ça, moi j'ai tendance un petit peu à les laisser aller, et il n'est pas censé pas réussir, parce que bon, bah, les joueurs c'est des experts, et c'est vrai que c'est un peu dommage des fois de tomber dans des moments où tu te dis bon, c'est ballot quand même d'avoir un personnage qui est expert ou vraiment très fort dans un domaine et vraiment de louper lamentablement sur un truc. Je te dis bon, cinématographiquement on y perd un peu quelque chose et c'est pas quelque chose que tu as envie de voir au cinéma, tu vois, genre de voir d'un coup le héros tomber dans les escaliers, tu vois, tu fais bon oui, c'était pas nécessaire cette scène. Mais bon, ça après c'est l'essentiel, on va dire, ça reste bien évidemment de s'amuser et j'espère que vous êtes bien amusés. C'est le point central du jeu de rôle, rappelons-le. Mais en tout cas oui, vraiment le fait de looter une nourriture d'urgence d'un bras de gobelin, je sais pas quel goût ça doit avoir, mais je sais pas qu'est-ce qu'ils ont les joueurs à comme ça à vouloir bouffer n'importe quoi. Déjà les précédentes anecdotes, il y avait un peu cette idée avec le slime là qu'ils ont bouffé un truc. Moi je sais pas, moi tu trouves un truc comme ça au sol, même un bras de je sais pas d'un autre truc, je le bouffe pas moi. Même un lapin mort au bord de la route, je le mange pas, mon dieu, mais quelle horreur. Bon bref, passons à la prochaine anecdote avec plusieurs Z. Et la prochaine anecdote est de Magus, je sais plus comment on dit. Allons-y pour une anecdote dans Crimes, pardon, on va dire à l'anglais, donc Crimes. Un de mes PJ fait un détective américain bien bourrin et pas du tout porté sur les compétences de charisme ou de discrétion. Ça, les compétences de charisme et de discrétion, etc. Ça, c'est toujours dans les jeux de rôle. J'ai l'impression que c'est un peu les attributs un peu poubelles, tu sais, genre c'est des trucs que tout le monde s'en fout. On voit toujours des mecs qui min-max des trucs en mode je vais être max en force et en charisme. Tout le monde est laid comme ça là. Après, ça peut être un vrai challenge de jouer à un personnage branché full charisme hein, dans ce genre de truc. Moi, j'avais essayé une fois. Bon, le MJ était pas trop en phase avec l'idée, mais bon, c'est rigolo parce que du coup, bah, tu essaies de se sortir de situation d'une autre manière et forcément, bah, vu que ton personnage est pas ultra branché pour le combat, bah, t'essayes un petit peu de trouver des moyens détournés pour t'en sortir quand même. Du coup, bah, ça fait plus travailler les ménages. Mais bon, revenons à l'anecdote, je divague. Pendant l'enquête, il doit interroger un brocanteur pour trouver une information. Direct, le gars me dit qu'il va se déguiser pour lui parler incognito avec 0 en déguisement et comédie. J'ai bien rigolé et au final, l'interrogatoire a fini en menace de tout casser. Depuis, ce PJ me l'a refait plusieurs fois, donc c'est presque devenu un running gag. Bonjour monsieur, je cherche quelque chose. Mais monsieur, vous portez une fausse moustache. Oh ça, mais comment fait-il? Mon déguisement était absolument parfait. Je vais vous péter la gueule, en fait, ça ira plus vite. Dans beaucoup de JDR, il y a ça, il y a la compétence déguisement. Et c'est une compétence que j'ai jamais trop compris, parce qu'en fait, bah, tu te dis, bon, le mec se déguise, mais en même temps, il va faire quoi comme faute dans le déguisement, tu vois, ou un truc comme ça. Bon, alors après, c'est lié à la comédie, donc il y a le fait, justement, de bluffer, mais tu vois, c'est un peu lié au bluff et tout. C'est un peu le problème que je vois avec des systèmes, avec des compétences très, très éclatées comme ça, c'est que pour moi, il y a beaucoup de recoupements de compétences, et quand tu creuses un peu l'idée, mais en fait, ça se croise en fait, c'est-à-dire le truc de la comédie, enfin déguisement et comédie, bah techniquement le mec s'il va se déguiser, il va peut-être prendre, enfin il va pas, il voit je sais pas, il voit un garde ou un truc, bah il va peut-être prendre un uniforme de garde, parce que là il y a pas vraiment besoin, on va dire, de forcer le côté déguisement, parce qu'il va, bah, je sais pas, il a un costume à enfiler, c'est pas difficile quoi, je veux dire, il met le casque, il va pas le mettre à l'envers ou autre, tu vois ce que je veux dire. Et la comédie aussi c'est pareil, le truc de sa propre bluff en fait, tu vois, c'est-à-dire si le mec il doit faire semblant de mentir devant quelqu'un, c'est au bluff, et pourtant des fois il y a la compétence bluff en même temps que la compétence comédie, enfin qui est liée au déguisement, tu vois. C'est toujours un petit peu flou, un petit peu ces modèles éclatés de compétences, et c'est vrai que bon là ça dépend un petit peu, voilà, des systèmes de jeu, mais bon, du moment que vous vous amusez, c'est tout à fait l'essentiel, et je pense qu'avec ce running gag, vous avez dû bien vous abuser. Donc encore une fois, objectif réussi, vous avez bien rigolé, c'est bon. Et prochaine anecdote, Ziberdi. Alors la prochaine anecdote, eh bien c'est une anecdote de mon cru, et oui désolé, je refais le coup, hein, je prends contrôle de cette vidéo. Non, en vrai, c'est juste une petite anecdote que je voulais vous raconter. Alors, ça concerne à peu près le JDR, mais ça concerne en réalité mon précédent projet RPG Battlemaker. Et plus précisément, le livre que j'ai, hop, ici, ce livre-là, voilà, le petit guide des combats de jeux de rôle. Alors, il faut savoir que ce livre, je suis passé par beaucoup de péripéties. Hein. Autant les packs
taquet, j'ai un prestataire, enfin j'ai un imprimeur qui est nickel chrome, c'est toujours le même depuis 2 ans, pas de soucis, pas rien, etc. Et le livre, alors par contre, c'était autre chose, on va pas se le cacher. En fait, le truc, c'est que je suis passé d'abord par un premier imprimeur, et le livre était pas mal, mais le fait simplement de se l'échanger avec mon grand-père et ma mère, du coup, pour faire la relecture, ben il y avait des pages qui commençaient à s'enlever, c'était corné et tout. Alors, je me suis dit, bon, pas fou. Donc on va changer d'imprimeur. Donc je suis allé voir un autre imprimeur, du coup, et donc j'ai demandé à cet autre imprimeur un prototype, histoire de pouvoir avoir une idée. C'est pas ce prototype-là, non, mais bref, vous voyez l'idée. 60 € le prototype, hein, donc je vais pas vous le cacher, pas mal quand même. Prototype nickel chrome, vous voyez, c'est voilà, nickel, très bien, bah, ce que vous avez reçu, en gros, hein, vraiment très top, nickel, vraiment parfait. Donc j'en commande un petit peu plus que les stocks demandés, enfin je prends un petit peu plus pour les stocks. Déjà, il faut savoir que normalement c'est livré en J+7. Un mois après, je n'avais toujours pas reçu le bouquin. Enfin, les bouquins, on va dire, le stock de bouquins. Donc bon, je commençais un petit peu à m'agacer, et j'ai dit, bon, s'il vous plaît, faudrait vous presser un petit peu, parce que là, je dois faire les envois. Ils se pressent, ils me disent qu'ils l'envoient dans les 3 jours, donc je reçois déjà, je reçois finalement les colis en 2 fois, très bizarre, j'ai rien compris. J'ouvre les colis, et là, que vois-je? Je vais vous mettre les photos à l'écran. Il y a un tiers de la production qui était complètement gondolé, il y avait des parties qui étaient déchirées, il y avait des livres tachés, il y avait rien qui allait, et donc moi en pétard, hein, complètement en train de péter un câble, je me suis dit bon bah c'est pas bon du tout, hein, voilà, donc j'ai demandé une réimpression en envoyant des photos, etc., et en spécifiant quel est le problème à l'imprimeur. Je lui dis donc bah va falloir me renvoyer les bouquins, et assez vite, parce que le temps presse au bout d'un moment, c'est-à-dire que j'avais pris large, mais en fait le fait qu'il m'envoie ça un mois après bah forcément j'étais plus très large. Donc ils acceptent au départ de me réimprimer un tiers de la production, donc moi je me dis tout va bien, les choses vont bien. 3 jours après, je reçois un mail pour me dire, en fait, on vous a annulé votre réimpression parce que... Et alors, attention, c'est golden. Je vous le donne en 1000. Parce qu'ils m'ont dit, attention, c'est ma faute. Ben oui, j'avoue, ils m'ont percé à jour. J'adore jouer au football avec des livres, bon sang, mais c'est mon loisir favori. Oui, donc ma faute, voilà, ma faute. Donc en fait, donc ils m'ont dit parce qu'il y a de l'humidité chez vous. En plein mois de juin dans le sud de la France, hein, vraiment l'humidité au top niveau. Donc bon là, j'ai commencé un petit peu à très cordial quand même, hein, parce que j'ai quand même une éducation très on va dire polie avec ma mère. Et donc bon, très cordial, on va dire voilà, j'ai essayé quand même de leur dire non, mais c'est pas possible que ce soit de l'humidité parce qu'en fait, les livres sont sont sous cellophane en fait. Donc ça ne peut pas être de l'humidité puisque l'humidité ne passe pas le plastique. Et après ils me disent non mais ça doit être la faute du transporteur. J'ai dit non parce que du coup j'ai envoyé des photos du coup des cartons du transporteur que j'avais gardé et je me suis dit non, si jamais il y avait de l'humidité, en fait l'humidité aurait d'abord imprégné le carton pour ensuite imprégner les livres. Et là les cartons sont nickel chrome donc ils ne sont pas mouillés. Puis après ils m'ont dit oui mais non mais en fait c'est pas ça, c'est en fait un problème d'ancrage, de surancrage. En fait le problème de surancrage c'est quoi? C'est juste que je vous montre. C'est que, vous voyez, il y a des illustrations comme ça dans le livre, qui sont en noir et blanc, parce que c'est un peu le style que j'aime bien, on va dire. Et il y en a 7 au total des illustrations comme ça dans le bouquin. Et ils m'ont dit, c'est ça qui fait gondoler. Alors oui, là-dessus, sur ce coup-là, ils ont raison. C'est-à-dire que si vous faites un livre uniquement rempli comme ça d'illustrations, il y a forte chance qu'en surcharge d'ancrage, forcément, le papier ne va pas supporter de se prendre des plâtras de noir, que ce soit en recto ou en verso. Donc il y a de grandes chances que ça gondole. Ce moment-là, encore une fois, je leur ai dit, non, c'est pas le cas, puisque déjà, il y en a 7. Alors si jamais 7 pages suffisent à gondoler un livre de 144 pages, on l'est pas rendu. Et surtout, il y a 2 tiers de la production qui sont nickel chrome en fait. Donc c'est malhonnête de votre part, les enfants. Et du coup, comment tout ça s'est terminé? Et pour vous la faire très courte, en gros, je les ai eu au téléphone et je vais vous la faire très très courte. Ils ont bloqué mon numéro. Ouais, voilà, oui, non, peut-être la cordialité a un peu dérapé au bout d'un moment, mais pas trop non plus. Mais bon, bref. Donc je suis passé par un 3e imprimeur qui a été absolument fantastique. Vraiment, j'ai été bien reçu. Ils m'ont dit oui, pas de problème, on vous passe la directrice. Oh oui, passez-moi la directrice. Oh. Elle m'a dit ne vous en faites pas, monsieur, tout va bien se passer. Je lui ai envoyé les photos. Elle a dit ah mais non, oui, non, c'est pas du tout un problème d'ancrage ou truc. C'est juste de la colle de très mauvaise qualité qu'ils ont pris. Ah bon, très bien, donc ça. Et donc voilà, donc j'ai eu quand même, j'ai perdu de l'argent sur ce coup-là quand même parce que
bon, bah, forcément, il y a eu un tiers de la production qui est daubée. Je sais pas quoi faire de ces bouquins, en fait, ils sont tout gondolés et qui sont pas vraiment exploitables. La morale de cette histoire, dites-vous que quand vous lancez un projet, et ben tous les prestataires avec qui vous intervenez, on va dire, avec qui vous échangez, ne sont pas tous aussi professionnels que vous. Ça, faut bien garder ça à l'esprit, parce que moi, j'essaie d'être ultra professionnel, que ce soit là maintenant, on va dire, dans ma chaîne YouTube ou dans mes projets, même avant aussi, hein, dans ma précédente boîte, mais c'est pas le cas de tout le monde. Voilà, il y a des gens, ah, on pourrait lire Malhonnête, oui, voilà, oui, disons-le. Bon, évidemment, je vais pas vous donner le nom de l'imprimerie, ça sert à rien de faire non plus de la campagne de harcèlement ou d'acharnement, on va pas s'acharner dessus. On tourne la page, on passe à autre chose, et puis bon, tant pis, ils ont perdu un client, voilà, c'est tout, hein, on essaie de garder le sourire, et au moins, on apprendra ça pour la prochaine fois. Et voilà donc, il finit cette petite vidéo sur les anecdotes. Merci encore de votre contribution et de vos anecdotes racontées sur le Discord. Je vous laisse bien évidemment le lien du Discord dans la description si vous souhaitez aller partager une de vos anecdotes. Encore une fois, c'est toujours un plaisir de vous lire, et je vous rappelle aussi, j'ai oublié de le dire en introduction, mais si votre anecdote n'est pas prise au hasard, parce que je les prends vraiment au hasard, hein, je scrolle et hop, j'en prends au hasard comme ça, mais ne prenez pas la mouche, hein, c'est pas grave si votre anecdote n'est pas apparue dans cette vidéo, au moins vous aurez fait rêver d'autres personnes, vous aurez fait marrer d'autres personnes sur le Discord, où on est à peu près un peu plus de 500, il n'y a pas de souci là-dessus, ne vous en faites pas, des gros bisous à vous quand même, je vous aime très fort. Bref, donc, comme je le disais, la fin de cette vidéo, portez la crème solaire parce qu'il commence à faire très très chaud, on ne va pas se le cacher. Je vous embrasse très très fort, c'était le scénario rugien, à ciao, bonsoir les studios.